Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau Gérard Cout, astronome passionné de la Lune depuis plusieurs décennies maintenant et astrophotographe lui-même. Et aujourd'hui je voulais vous proposer un petit exercice assez amusant. On est nombreux à avoir photographié la Lune donc avec nos télescopes et maintenant des caméras haute vitesse. Toi tu utilises une 290 sur un C11 et il y a sans doute plein de choses extrêmement intéressantes qu'il y a sur vos photos et en fait vous l'ignorez carrément. Donc aujourd'hui j'ai proposé à Gérard, s'il le voulait bien, que nous ouvrions quelques-unes de mes photos faites avec globalement le T400 et puis aussi le 620 à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran et de regarder ensemble quelques formations lunaires assez sympathiques qu'il peut y avoir sur les photos, mais parler aussi de la lune minérale, c'est-à-dire cette lune avec les couleurs saturées qui nous permettent de voir aussi un petit peu des natures de roches, etc. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Tout à fait. Les photos, il faut vraiment d'abord bien les regarder, bien voir. Des fois, on a d'immenses surprises. Alors, la plus grande qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un petit impact lumineux. Ça veut dire qu'on a capté une chute de météorite. C'est quand même très rare. Mais nos images sont pleines de petits trésors cachés. Alors, certes, pour ça, il faut avoir une certaines cultures de la Lune. Il faut connaître par exemple ce qu'est un cratère concentrique, il faut savoir à peu près où il se situe. Et là, c'est d'ailleurs je crois que la première manip qu'on avait fait, on avait regardé les photos, et là on avait trouvé dans un coin un très beau petit cratère concentrique. Et bon, après ça permet de se renseigner un petit peu au-dessus. Mais après, il y a tout ce qui est les objets type tectonique, par exemple les failles, alors si on veut faire bien, on appelle ça des rupes, enfin bon, le mur droit par exemple, ou alors il y a des rimés, ou alors il y a des dorsales, et tout ceci, il faut vraiment aller le chercher. Si on a une vision purement globale de l'image, certes c'est intéressant, mais on passe après à côté de beaucoup de choses. Par contre, une vision plus globale de l'image va nous permettre par exemple de voir qu'il y a des différences de couleurs, par exemple à la surface des mers. Ouais. Et si on pousse un peu sur les manettes sur la photo, on va faire ressortir, on va un peu saturer les couleurs, mais saturer les couleurs, c'est pas grave parce que ça va nous apporter de l'information, ça va la mettre en évidence. Moi, je dis toujours, on cherche pas à faire une belle photo, je cherche à faire une photo qui parle, qui nous raconte des histoires. Et là, après, effectivement, il faut pas hésiter de passer du temps, aller chercher les petits détails, et puis là, on va découvrir des choses, et on va se renseigner, on va faire chanter l'image, et ça va devenir, si ça fait comme moi, ça devient pas maladif. Non, j'en suis pas là, mais ça devient quand même une passion dévorante. Oui, il faut être très honnête, c'est assez addictif. C'est assez addictif. Mais voilà, je regrette beaucoup de voir beaucoup d'astronomes amateurs qui considèrent la Lune comme une pollution. Et j'étais de cela avant, jusqu'au jour où j'ai rencontré un certain Laurent Oumar, que vous connaissez bien évidemment. C'est un ami de la chaîne, on a fait plusieurs collaborations. Et qui m'a vraiment montré combien cet astre était exceptionnel, assez facile à observer. Il n'y a pas besoin d'un énorme instrument pour commencer à observer des trucs intéressants. Tout à fait. Et donc là, de rentrer vraiment dans un plaisir épicurien de la Lune. Donc merci beaucoup à toi. Donc voilà, les trésors cachés dans vos photos de la Lune, c'est maintenant avec Gérard Cout sur la chaîne Astro. Plaisir d'accueillir un grand nom de l'observation lunaire, Gérard Cout. Ça fait combien de dizaines d'années que tu observes et photographies la Lune? Comme disait ma grand-mère, j'ai commencé l'astro en 1964 et je photographie en argentique depuis les années 78-80. Et puis après j'ai suivi avec les caméras et tout ça. Bon, j'ai à peu près 8000 photos de la Lune. Ouais. Voilà. Après traitement, là, on parle photo après traitement d'un film. Après traitement. Donc ça fait des millions de photos unitaires. Il est surtout aussi co-auteur de ce magnifique ouvrage, le manuel d'observation lunaire, avec Norma et avec Philippe Euly,
qui sont les co-organisateurs de ces rencontres Passion Lune. J'ai le plaisir de vous présenter Philippe Elie, un des acteurs. Un des acteurs de cet ouvrage. Voilà, Norma, vous le connaissez déjà. Voilà, mais baisse-toi un peu plus parce que sinon ils vont pas te voir. Voilà, c'est lui. Voilà, côté la caméra. Je fais des selfies. Et donc j'avais une bonne petite idée, c'est que comme vous le savez, et comme nombre d'entre vous, je photographie la Lune avec mon télescope. Et en fait, on a sans doute énormément de choses passionnantes sur nos photos de la Lune, et pourtant on ne sait pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit exercice, voilà, sans répétition aucune. On va montrer quelques photos donc à Gérard, et il va nous dire un petit peu ce que l'on a à voir sur nos photos. Donc, bon, bah Gérard, voilà, on va y aller. Donc, première photo, donc faite avec le 400 mm. Alors, tu peux zoomer, donc comme je t'ai montré avec contrôle et roulettes. Le contrôle et les roulettes. Voilà, et tu te déplaces et tu nous montres ce que tu veux nous montrer. Voilà, vas-y. Les petits trésors, bon là, c'est une photo qui est en gros, on va dire, 2 jours avant le premier quartier. Voilà. Et donc, évidemment, saute aux yeux immédiatement le trio Théophile, Cyril, Catherine. Voilà. Alors bon, on va le faire en français, on va pas le faire en latin, hein, parce que tu peux. Ils sont Théophilus, Cyrillus et Katharina, voilà. qui donc sont ces 3 cratères ici. Alors ils sont intéressants ces cratères à observer parce qu'on a une espèce de chronologie. On voit par exemple que celui-ci est très abîmé, donc il est plus ancien, celui-ci un petit peu moins, et puis celui-ci est arrivé par-dessus, hein, et donc a oblitéré une partie de l'enceinte. Donc déjà là, on peut arriver à faire une petite chronologie. Mais très souvent, ce que je me rends compte, c'est que les observateurs de la Lune regardent, je dirais, les principaux objets, Théophile, Cyril, Catherine, Clavius, Tycho, etc. Il faut regarder juste à côté. Et là, vous avez ce petit cratère là. Eh bien, moi, je suis en train actuellement d'essayer de comprendre comment s'est formé ce petit éjecta en forme d'éventail qui est ici, parce que c'est assez compliqué à comprendre. On a les grandes raies qui viennent de Tycho, qui arrivent. Tycho est un petit peu perdu là-bas. Oups, on va redescendre. Voilà. Hein, vous voyez cette forme ici d'éventail, eh bien, ça n'est pas une raie de Tycho, et j'avoue qu'on comprend pas très bien comment a pu se former cet éventail. Alors là, c'est des choses. On est dans la mer du Nectar, un Mare Nectaris ici. On regarde là, on voit ça, on voit un petit peu plus bas. On va faire monter l'image. On a Rupes Altaï qui est ici. On a. Tu peux expliquer l'histoire de cette Rupes Altaï parce qu'elle est incroyable, elle est super longue. Rupes Altaï, c'est plusieurs centaines de kilomètres de long. C'est une des parties externes du bassin d'impact qui a créé Mare Nectaris. Là, on a le centre de Mare Nectaris qui est rempli de basalte, basalte marin, qui a envahi les cratères qui étaient sur le bord. Et puis il y a une deuxième partie qui est à peu près ici, qu'on voit mal, qui est un deuxième anneau, et on a un troisième anneau extérieur ici, dont Rupes Altaï est le représentant. Si on gratouille même un petit peu aussi, on a ici un dôme qui s'appelle le dôme de Moore, qui est ici. Mais enfin bon, là il faut quand même que le soleil soit très rasant pour pouvoir l'observer. Voilà, donc là des objets qui sont intéressants, qui sont très très classiques, mais qui permettent de faire un petit cheminement dans le domaine de la géologie lunaire et de la formation des bassins, dans la chronologie des différents impacts, et puis ce fameux relief, la Rupes Altaï, le mont Altaï qui est ici. Alors voilà, ça c'est la... Alors tu nous dis qu'on est sur un bassin d'impact. Oui. Déjà quand on voit que Théophilus, Cyrillus et Katharina sont des cratères qui font une centaine de kilomètres chacun, le bassin d'impact est beaucoup plus important. Il est ici. Donc là, il fait au moins 1 millier de kilomètres de diamètre, quasiment pas loin d'un millier. Plusieurs centaines de kilomètres, ça voilà. C'est clair. Et on a une idée de la taille de l'astéroïde qui a formé ça. Alors, ça devait être absolument énorme. La littérature nous dit 1,10, c'est-à-dire qu'un astéroïde de 100 km va faire un bassin de 1000 km. Donc là, si on a un bassin de 600-700 km, on a un astéroïde aux alentours de 60 km. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il faut aussi savoir, ça c'est ce qui est intéressant dans notre passion, c'est que les choses sont remises en cause. Il y a quelques années, jusqu'en 2010, c'était la théorie du grand bombardement tardif.
C'est-à-dire qu'il y avait une période très courte de quelques centaines de millions d'années pendant lesquelles des impacts importants d'astéroïdes étaient arrivés. Et puis aujourd'hui, cette façon de voir les choses est remise en question, et même très largement remise en question, où on aurait eu un bombardement qui aurait été beaucoup plus étendu dans le temps, plutôt que concentré dans une période, donc aux alentours, on pensait à l'époque 3 milliards 9, 3 milliards 7, là on serait plutôt sur 4 milliards 3, 3 milliards 7. Bon, là c'est intéressant, c'est des fois on dit oh mais sur la Lune il n'y a plus rien à découvrir, bah si, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à remettre en cause, là, c'est la science, on se remet en cause, et avec les nouvelles méthodes par exemple d'analyse des échantillons, ben, on s'est aperçu qu'on avait peut-être échantillonné des choses identiques, mais qui avaient été réparties à la surface de la Lune lors de l'impact Imbrium, c'est-à-dire la marée Imbrium, qui était absolument gigantesque, hein, c'était un astéroïde peut-être de 100 km, qui avait bien recouvert les éjectats avaient bien recouvert la surface de la Lune, et on avait, comme on s'était posé quand même dans des zones assez faciles, assez près de l'équateur, sur des zones plates, et bien on avait des zones où il y avait beaucoup de ces éjectats et qui venaient d'un seul événement qui était l'impact Imbrium. Et donc là aujourd'hui, ben, on s'est aperçu à l'analyse que bien la séquence du bombardement tardif était beaucoup plus étendue que ce qu'on pensait à l'origine. Oui, donc une image comme ça qui est assez qui est belle, qui est bien faite, qui est assez classique, bah, elle pose plein de problèmes. Il y a énormément d'histoires et elle pose plein de problèmes. Et est-ce que, tiens, attends, on parlait tout à l'heure, j'ai une image à te montrer qui peut être intéressante dans cette explication justement. Si je te remonte la même, mais avec une caméra couleur, ça, c'est magnifique, ça. Et justement, toi qui cherchais à regarder là, non, il n'y a pas tellement de différence finalement de calorimétrie là. Hein. Non, on voit bien qu'il y a toujours cet éjecta en forme là d'éventail qui est bon. Et ce qui est intéressant là, ici là, les petits points noirs là. Alors, oui. C'est pas des cochonneries sur le capteur, c'est ce qu'on appelle tu me rassures. des dark halo cratères, des cratères à halo sombre. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact, et cet impact a pénétré la partie supérieure de la mer, mais n'a pas pénétré très profondément, et à ce moment-là a éjecté du basalte. Hein, comme quoi, on est allé sur la Lune, on a dépensé des dizaines de milliards, alors qu'en Auvergne, du basalte, il y en a partout. Hein, et donc, c'est un halo de basalte qui a été éjecté et qui fait ces halos ces cratères à halo sombre, ces deux petits points noirs là qui sont en dessous. Alors lorsque des fois il va un petit peu plus en profondeur, ben, il va pouvoir peut-être rencontrer de l'anorthosite. L'anorthosite, c'est ce qui constitue, c'est une roche claire qui constitue les continents, et à ce moment-là, on va peut-être avoir un impact plus brillant. Mais là, c'est sympa à voir. Hein, c'est étonnant. Voilà. Et puis alors après, il y a d'autres zones ici. Alors celle-ci, je crois de mémoire, c'est une zone pyroclastique, c'est une zone volcanique où là, il y a eu des manifestations en surface d'un volcanisme. On peut peut-être continuer, puis on reviendra sur les autres photos, mais à te balader dans cette zone, effectivement. Alors, si tu veux, attends, tu peux dézoomer si tu veux, là, je suis sur le contrôle. Vas-y. Hop, voilà. Oups. Ouais. Ah oui, elle était mal coordonnée là. Attends, on va la retrouver. Voilà, on va la retrouver. Voilà. Là, alors là, il y a des trucs qui sont. Il y a des trucs super intéressants sur la partie supérieure là. Là, on voit ici parfaitement, et ici et ici, on a ici des laves qui se sont épanchées postérieurement à ces laves-là. C'est-à-dire que cette partie-là était envahie par ce type de lave plutôt noire, et par-dessus est venu s'écouler de la lave qui a par la suite s'est écoulé par-dessus la lave sombre. Alors c'est un problème de composition en titane qui fait la différence. Voilà. Donc là, ça c'est intéressant, on voit que c'est très bien délimité ici. On l'a ici aussi, avec des coulées qui sont arrivées postérieurement et qui ont coulé par-dessus. On voit les langues là d'ici, on voit des langues un peu comme des doigts qui s'avancent. Et quand on va de l'un à l'autre, on passe par des zones marron ici. Et ces zones-là sont des zones pyroclastiques. Ce sont des zones où il y a eu beaucoup d'éruptions
Alors on en a ici, ça c'est la zone en marron. On en a un petit peu plus bas ici. On en a un petit peu plus bas ici. On en a ici. Bon, Apollo c'est posé par là. Là c'est Rima Adler. Là c'est le banc qu'on appelle le banc des Apennins. Ce sont des zones extrêmement intéressantes à observer. Il y a des dômes, il y a beaucoup de choses ici. Puis il y a Rima Adler qui est cette fameuse Rima. On pensait au départ que c'était. Moi j'ai des articles dans les années 1968 sur Séville où on pense que c'est une ancienne rivière, qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sur la Lune. Ça ressemble exactement à la Seine après Paris avec les méandres. Alors vous voyez, là on a différents types de basalte et on a ici différents types d'activités en bordure ici. Quand on observe ici, on voit que il y a beaucoup de rainures, il y a des zones extrêmement sombres ici, qui sur cette image-là apparaissent en marron. Donc là, on a une approche assez globale de la géologie de la Lune et avec les manifestations volcaniques de grande envergure. C'est les mers, jusqu'à des manifestations beaucoup plus restreintes sur quelques dizaines ou centaines de kilomètres carrés, par exemple, qui sont ici au pied du mont Bradley et sur le banc des Apennins ici. La chaîne des Apennins, c'est cette chaîne qu'on devine ici en forme d'arc de cercle. Ouais, voilà, effectivement, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment plein de choses. Et en plus de ça, c'est intéressant parce que tout le monde ne possède pas une caméra monochrome, mais regardez ce qu'on peut sortir avec une caméra couleur. Là, on voit très nettement à gauche, là-haut, à côté. C'est le plateau d'Aristarque. On voit très bien la différence de couleur. C'est étonnant. Là, on a une vraie zone. Volcanique, pyroclastique, qui avait été certainement extrêmement active à l'époque. Et si on redescend ici, alors on a autre chose de complètement différent. Là, on a Rainer Gamma, qui est ce qu'on appelle un swirl. Alors là, un swirl, on se pose des questions sur la formation, sur ce type de formation, qui semblerait lié à des problèmes de champ magnétique, qui auraient protégé la surface de la Lune des agressions externes, et en particulier ce qu'on appelle la météo solaire, la météo spatiale, et qui aurait protégé, il y aurait un champ magnétique ici qui aurait protégé cette zone-là et qui aurait dessiné cette forme-là, qu'on appelle Rainer Gamma. Il y en a très peu sur la face visible de la Lune. Par contre, il y en a énormément sur la face cachée. Mais manque de peau, on ne peut pas y aller. Voilà. Donc là, disons que nous-mêmes, on ne peut pas l'observer. On peut envoyer quelques sondes, mais... On a ici aussi un deuxième, parce qu'on parlait des dark halo cratères tout à l'heure. Ah oui, on en a un autre ici, qui est juste à côté de Copernicus. Alors là, celui-ci, il est vraiment superbe. C'est un des prototypes de dark halo cratères. Voilà, alors on voit très bien les éjectats de Copernic. Ici, on a les éjectats de Kepler. Et on voit que les éjectats de Copernic sont très bien répartis autour du cratère. Alors que les éjectats de Kepler, on voit il y a des zones avec des zones d'absence. Alors, bon, faut savoir que l'orientation des éjectats dépend de l'impact. De l'orientation de l'impact. De l'orientation de l'impact, de l'inclinaison de l'impact. Oui. L'inclinaison de l'impact, la verticale donnant des éjectats symétriques. Ça se voit très bien sur les cratères Messier, ça. Alors, sur Messier, il y en a un autre qui est un petit peu dans le coin en haut à droite, qui s'appelle Proclus, qui est vraiment le prototype même du cratère asymétrique. Alors je vais essayer, on va aller le voir. Le nord est en haut. Le voilà qui arrive avec sa fameuse très belle forme ici. Donc l'impact est arrivé par rapport à l'image du bas à gauche. Et voilà. Ça explique pourquoi il n'y a rien de... Voilà, c'est ce qu'on appelle une zone d'évitement. C'est la zone d'évitement. Alors, il y en a d'autres qui sont vraiment très particulières. C'est celle-ci, c'est Messier, avec cet aspect cométaire. Mais il y en a beaucoup. Voilà, il y en a un autre ici, là, ici, je crois qu'un des grands cratères qui est côté, c'est Grimaldi. Et là, on a ce cratère en forme, vous voyez, la zone d'évitement est parfaitement visible, c'est ce V-là. Donc, l'impact est arrivé par le haut, en descendant du haut de l'image au bas de l'image. Excellent, excellent. Voilà. Et il y en a d'autres un petit peu partout. Voilà. Mais ceux-là, c'est les grands classiques. Quand on veut montrer ces zones-là, on peut essayer de regarder. Alors là, Dionysus. Alors, c'est pas le dieu du vin et de l'ivrognerie. Il est là, et il est ici. Alors, quand on le regarde, Dionysus, alors je sais pas si on peut, on est au max là. Avec plus de zoom, sans les couleurs. Plus de zoom sans les couleurs, c'est pas génial. J'essaie de voir ce que je peux te trouver. Plus de zoom sans les couleurs. Ah, lui, il est excellent. Alors, attends. J'aime bien le montrer, celui-là. Peut-être que là,
j'ai un truc pas mal. Attends, est-ce que tu le vois par quelque part là? Il est par là. Non, c'est pas par là. Je le vois, voilà, il est là, il est là, ici. Non, là, Non. je le vois là, on le voit très bien. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Attends, hop. Voilà, là t'es en zone 100%. Nickel chrome. Alors, voilà le coco. Alors le coco, lui, quand on le regarde comme ça, on dit ouais bon c'est un cratère. Mais quand on regarde bien, on voit qu'il y a tout autour, ici, une auréole sombre. On voit ici des rayons qui sont centrés et qui sont sombres. Et puis on a une auréole claire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est à la limite du continent et de la mer. Ici, l'impact est un impact à peu près vertical. On a commencé par pénétrer, percer la couche de basalte qui constitue la mer, et on a éjecté du sombre. Et ensuite, on est arrivé sur la northosite qui constitue le continent, et on a éjecté des éjectats clairs. Donc c'est pas un dark halo-cratère, c'est un dark white halo-cratère. Il est d'abord dark et il devient white. C'est à ma connaissance, il y en a d'autres. Moi, je connais pas toute la Lune par cœur, mais à ma connaissance, c'est le seul qui a cette double auréole, une auréole sombre et une auréole claire. Et ça, en plus de ça, celui-là, il est suffisamment grand pour être vu sur un instrument tout à fait raisonnable. Absolument. On n'a pas besoin d'avoir un monstre pour pouvoir l'observer. Voilà. Alors, il faut attendre que le soleil soit un petit peu monté en hauteur, de façon à ce qu'il soit bien éclairé. Parce que sinon, si on le prend trop bas, on n'a pas l'éclairage. Il faut attendre un petit peu. Oui. Dans certains cas, il faut observer rasant, dans d'autres cas, il faut observer un petit peu soleil. Exactement. Ça, j'ai consacré un épisode entier sur ce phénomène-là, où avec Laurent Houmar, on a montré la même formation avec 5 degrés d'illumination différents. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit plus le relief avec une lumière rasante et la nature de la roche avec une lumière de face. Absolument. Voilà, on n'a même pas besoin d'acheter des filtres interférentiels pour ça. C'est génial. Hein. C'est pas la peine. Alors tiens, j'en ai un petit que j'aimerais te montrer. Tu vas me dire ce que tu sais m'en dire. Je crois qu'il est par là. Linné. C'est un tout petit cratère, mais bien brillant. Oui, c'est Linné. Il est là. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui-là? Celui-là, il a défrayé la chronique parce qu'on a cru qu'il y avait des cultures. Parce que en fonction de l'éclairage, il va avoir des teintes complètement différentes. Et à la fin du 19e siècle, on s'en était appuyé en disant que sur Linné, il pouvait y avoir des cultures, il pouvait y avoir des nuages qui passaient, etc. Bon, en réalité, c'est tout bêtement un tout petit cratère de copernicien, puisqu'il a encore son auréole blanche, donc il a moins d'1 milliard d'années, et donc il est dans ce qu'on appelle l'ère copernicienne, qui est définie en gros à 1,1 milliard à nos jours. Mais alors, si je reprends ce que tu me disais tout à l'heure, c'est pour ça justement que je prends l'exemple de celui-là, on est sur une mer de basalte. Oui. Et pourtant, il est clair. Bah oui, faut essayer. Donc il a été creusé en dessous. Alors, à mon avis, non, parce qu'il est très peu. Il n'est pas très profond. Non, il n'est pas très profond. Donc peut-être là, il peut y avoir une réaction avec la chaleur et avec le basalte. C'est pas impossible. Là, j'avoue que j'ai pas de réponse précise. Vas-y. Oui, une question pour compléter. Non, parle bien fort. Oui, question. Dans les éjectats de ce cratère, quelle est la partie qui incombe à l'impacteur? Est-ce que l'impacteur s'est complètement fusionné complètement? Normalement, oui. Bon, voilà. Normalement, oui. C'est la question que je me posais, parce que dans un cas comme ça, on se pose, ces éjectats, ils viennent de l'impacteur, ils viennent de l'impacté. Non, ils viennent de la zone d'impact. Ils viennent de la zone d'impact. Donc l'impacteur n'est pas du tout responsable de la couleur de ces éjectats. L'impacteur, il se retrouve complètement en dessous. Non, mais il est détruit. Ouais. Avec l'énergie cinétique, un demi-2 MV2 avec V qui est en mètre seconde carré. Ça, c'est valable dans tous les cas en général. Mais même par exemple, alors attends, on va en trouver un qui est assez caractéristique parce que tous les cratères n'ont pas ensuite la création d'un pic central, mais là on en trouve un là. Oui. On en trouve là. Oui. Clairement dans Théophilus, là on a vraiment ce phénomène de pic central que l'on comprend tout à fait quand on fait tomber finalement quelque chose dans de l'eau, où on a le phénomène qui remonte, mais c'est pas toujours le cas. Non, parce qu'il y a une taille minimum en dessous de laquelle il n'y a pas de pic central, c'est de l'ordre de 20 km.
D'accord. Voilà, en dessous de 20 km, c'est un cratère. Alors, au départ, ça peut être les cratères bol, Oui, en oui. forme de bol, soit un cratère un peu plus évasé, mais sans pic central. Et c'est au-delà de 20 km, tant que je me souvienne bien, qu'on voit apparaître un pic central. Alors ce pic central peut ensuite disparaître, on ne le voit plus parce qu'il est submergé par des éjectats qui sont arrivés après. Par exemple, ce cratère ici, là, Théophile, Cyril, Catherine, était certainement à sa création aussi net que celui-ci. Mais il y a tout un tas de cratères qui sont arrivés depuis, il y a eu des impacts, et donc ce fond de cratère a été rempli par les hectares, et il se peut parfaitement bien que on ne voit plus le haut du. D'accord. Donc c'est pas forcément une question d'énergie cinétique, par exemple. Non. Il y a une question de vitesse. C'est une question enfin, c'est surtout une question de structure. Au-delà de 20 km, on a le pic central. En dessous de 20 km, on n'a pas de pic central. Ici, par exemple, on a en bas, là, ici, on a des petits cratères où il n'y a pas de pic central. Et pourtant, ils sont assez bien délimités. Alors, il y en a d'autres où, effectivement, le pic central, on ne le voit plus, mais il existait bel et bien. Par exemple, ici. Alors sur la gauche, là, tu as le mur droit. Normalement, si tu continues sur cette photo, tu vas la voir. Voilà, on a le mur droit qui est là. Ouais. Donc on comprend bien que c'est un plateau qui s'est formé après le cratère dans lequel on est. Il y a eu un phénomène de tectonique qui a eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a détecté récemment là, sur le Mars qu'il y avait encore de la tectonique et encore des tremblements de terre, est-ce que on a encore justement de la tectonique sur la Lune? Alors, il n'y a pas de tectonique sur la Lune, mais il y a un refroidissement de la Lune. Il y a un refroidissement. Il y a une contraction. Donc il y a une contraction. Il y a une contraction. Et dans ce cas, on a pu expliquer un certain nombre de microphénomènes qu'on avait observés liés à cette contraction. Donc il peut y avoir des tremblements de terre un petit peu sur Alors, il y a des tremblements de Lune, mais ils sont très profonds. Ouais. Ils sont très profonds. Ils sont très profonds. Il n'y a pas de tremblement de terre, enfin tremblement de lune, comme ça, comme il peut y en avoir chez nous à cause de la tectonique. Mais là, il y a encore de l'énergie qui doit être, il y a encore un petit peu de chaleur qui doit être évacuée, mais c'est surtout le refroidissement de la Lune qui fait que certaines microstructures sont apparues. Il y a des petits décalages, il y a des petits chevauchements mais c'est minime, il faut des instruments en avis professionnel pour pouvoir les observer, quoi. Bien sûr. Je te propose, parce que l'heure avance quand même, on va aller passer sur les photos que j'ai faites à Saint-Véran. Parce qu'il y a quand même des trucs assez sympas. Je pense que celle-là est vraiment assez dingue. Voilà, donc là tu peux te balader, là vraiment t'es au crop capteur, donc c'est avec le T620. Et encore, là elle est réduite de 50% par rapport à l'acquisition, parce que sinon on n'arrive plus à l'afficher. Elle est trop dingue. Voilà. Cette face-là de la Lune, bon, moi je l'ai faite au petit matin, à 4h du matin, un truc comme ça. On l'observe pas souvent. Non, parce qu'il faut se coucher tard, il faut se lever très tôt. Exactement. Et donc ça peut être intéressant d'en parler un peu. Alors ça, c'est le bassin Imrium, mais on voit bien la forme de bassin qui est cette espèce de ballon de rugby là, qui est ici, qui est je crois que de mémoire, je crois que c'est 800 km en travers. Alors là, on a d'abord des reliefs intéressants, avec les Apennins, et puis on a les monts Jura qui sont ici. Là, on a ce qu'on appelle le banc des Apennins, qui est quelque chose dont on n'explique pas bien la formation, avec ensuite des cratères, avec Ératosthène, avec Archimède, avec le vieux père Platon ici, avec la mer du Froid qui est en haut. Là, on a vraiment un exemple d'un bassin d'impact dont on devine très bien les contours externes, avec ces grands massifs ici. Ensuite, on a des contours internes, où on a par exemple ici la chaîne droite, on a le Spitzberg qui est ici, on a le mont Piton, le mont Pico, etc. C'est certainement une deuxième chaîne ici, qu'on retrouve également, mais qu'on voit à peine à l'ouest d'Imrium, parce que là, la mer a envahi beaucoup plus. Et, il y avait certainement à peu près les mêmes éléments qu'il y a
à l'est, ils devaient exister à l'ouest, mais ils sont un petit peu cachés sous le basalte qui est apparu. Alors après, il y a cette formation qui est très très connue, qui s'appelle Golfe des Iris, Sinus Iridum. Les Anglais disent c'est le golfe des arcs-en-ciel. Il y aurait un premier arc-en-ciel à gauche, un deuxième arc-en-ciel ici. Il est splendide. Voilà, on a les promontoires. Alors celui-ci est assez particulier, mais si on le regardait dans l'autre sens, en l'inversé, c'est une tête de femme. Et c'est une tête de femme. Et Cassini, quand il a fait sa carte, il venait de se marier depuis 6 mois, il était follement amoureux de sa femme, et il a dessiné le portrait de sa femme à la place. Sur les cartes de Cassini. Mais avec cette illumination ou avec l'illumination dans l'autre sens? Un peu ça, c'était plutôt comme ça. C'est dans l'autre sens. Le Terminateur est là et elle est éclairée comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Alors petite question justement, on voit très bien une forme de golfe, donc on comprendrait que ce soit un cratère d'impact lui-même aussi. Oui. Donc c'est un deuxième impact après l'impact initial. Exactement, il y a eu l'impact Imbrium et puis c'est le deuxième cratère gigantesque qui s'est créé et l'impact a eu lieu sur la bordure du bassin Imbrium. Et donc il y avait un cratère qui était parfaitement formé, qui était là et qui était sur la pente intérieure du bassin. Et donc lorsque la lave est arrivée, elle a commencé à envahir la partie basse du bassin petit à petit pour arriver jusqu'ici. Voilà. Et donc il n'y a que la moitié du cratère qui est visible, mais si on creusait un peu, on trouverait ici en profondeur, on trouverait l'équivalent de ce qu'on a ici. On voit bien la délimitation. Alors après, les natures de roches, quand on regarde en détail, effectivement, il y a différents types de basalte. Quand on regarde aussi, il y a des arrivées, il y a des ondulations. Donc on voit que c'est arrivé phase après phase. C'est pas arrivé d'un seul coup et ça a envahi d'un seul coup. Il y a eu plusieurs séquences d'invasion. Alors tu peux monter un petit peu en haut à droite. Là, il y a beaucoup de petits détails là. Vraiment des choses très très sympas aussi dans toute cette zone-là, qui est assez rasante. C'est la zone de Mare Frigoris. Mare Frigoris, c'est une des seules mers qui est tout en long. Mais qu'est-ce que c'est Mare Frigoris? C'est l'extérieur du bassin Imbrium. On va redescendre. Voilà. On a le bassin qui est ici. Et à l'extérieur du bassin, il y avait une zone qui a été envahie. Qui était plus basse au niveau relief. Donc là, c'était bas, puis ça montait, puis après, ça descendait vers le centre du bassin. Cette mer-là, Mare Frigoris, c'est la seule qui a une forme longue comme ça. Alors effectivement, c'est des zones où il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des cratères vraiment très particuliers, avec des formes aussi carrées. Et qui sont pas rondes. Quand on regarde Platon qui a une forme parfaite d'ovale, et puis qu'on regarde ces cratères là qui sont ici, qui sont nomenclaturés comme des cratères, c'est un petit peu particulier. Alors est-ce que ça vient de l'origine du sous-sol? Est-ce qu'il y avait des failles? On a plutôt des formes à angle droit, ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui sont des formes beaucoup plus arrondies. Alors n'hésite pas à aller te balader dans le reste de cette photo parce qu'il y a sans doute plein de petites histoires à nous raconter. Il y a plein de choses. Avec cette résolution, c'est sympa. Là, on voit bien les bordures d'un des anneaux. Le grand anneau est ici. Puis là, on a le mur droit, le mont Picon, le mont Pitot, tout ça. Le Spitzberg ici. Voilà. Après, voilà des sommets. Il n'y a plus que ça qui apparaît, ces îlots, ici avec les monts Vinogradov, les monts de Lille qui sont ici. Il y a des choses. On est dans la partie ouest du bassin. Alors, oui. Oups. Donc tu dis, on est dans la partie ouest du bassin, qui a été complètement submergée. Et là, on a ici, on retrouve Sinus Iridum, et un petit peu ici, on a 2 reliefs. En réalité, il y en a 3. Ce sont les dômes de Gruithuisen. Un nom un peu barbare. Alors, ça, les dômes de Gruithuisen, ça fait partie de ce qu'on appelle les points rouges. Les points rouges, ce sont des zones où la lave qui est arrivée en surface est une lave qui était beaucoup plus riche en silice
que les autres. Hein, ça existe sur, C'est ce qu'on retrouve Terre. sur l'Etna, par exemple, Voilà, etc., alors, qui sont des volcans rouges. Ouais. Alors, Non, l'Etna attends, n'est pas un volcan. ça n'a rien à voir. Non, le volcan rouge, c'est un type de volcan, c'est le type strombolien. Oui. Et le volcan gris, c'est le type explosif. Oui. Là, c'est la lave. Alors, on l'appelle les points rouges parce qu'en spectroscopie, ils apparaissent rouges. Nous, on les voit clairs, mais en spectro, ils apparaissent rouges. Est-ce qu'on n'a pas ça avec la lune minérale qu'on a faite tout à l'heure? On va regarder. On va y aller. Alors, on les a là, c'est pas très, c'est pas évident à juger, surtout qu'il y a de la dispersion atmosphérique qui est importante. Il faudrait avoir la couche silicate de Clémentine. Là, c'est parfaitement visible. Mais là, non, on n'a pas, on le voit non, pas. On ils sont là, effectivement. Alors, on revient, hop, là-dessus. Voilà. Il y a du peuple, hein. Ah oui, il y a du monde là-dessus. Ah, il faut que tu te balades là-dedans. Voilà, donc, oh mince, attends. ils sont partis. Voilà, donc ils sont là. Voilà. Donc ce sont des laves qui sont plus riches en silice que les autres. C'est de là. Hein. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle les points rouges. Alors il y en a plusieurs. Ah. En fait, il faut pas utiliser la roulette dans cette. D'accord. Après, attends, regarde. Là, c'est pas mal parce que là, tu as les mêmes, mais avec une illumination plus rasante. J'aurais voulu garder l'autre parce que il y en a d'autres à montrer qui sont pas là. Mais regarde, là, on voit bien le volume. Là. On voit très bien le volume. On voit très bien le volume. Alors, il y en a une là, autre. c'est des dômes. Voilà, c'est les dômes de Gruithuisen. C'est des laves qui sont plus acides, c'est-à-dire qui contiennent plus de silice. Tiens, il y a un petit truc là à montrer, là. Si, puis on revient sur l'autre photo. Dans le petit coin en haut, là, on a un volcan. C'est pas un bassin, c'est pas un impact. On pourrait croire c'est Méranté. Un cratère Mérant, c'est celui-ci. Donc là, on a les dômes de Gruithuisen. Et si on continue un petit peu, les monts de l'île, on va continuer, on va monter. On va y arriver. Il aurait fallu que je dézoome. On voit très bien là le Reiner Gamma, ce qu'on appelle le swirl. Et là, on va y arriver tout doucement. On va arriver vers Gassendi. Voilà un autre point rouge qu'on appelle la pointe de flèche, comme son nom l'indique. Juste à côté, il y en a un qu'on appelle le casque. Gassendi, t'as vu, t'as des détails aussi. Là, il y a à raconter là aussi. Là, il y a la rentrée du basalte par ici est ressortie par-ci par les fissures. Là, il y a le casque. Voilà. C'est lequel? Vas-y. Ici. Agatarchide. C'est tout l'ensemble là. Ouais. C'est tout l'ensemble. Alors il faut le tourner à l'envers et ça ressemble à un casque de GI. Oui. C'est les Américains qui l'ont appelé comme ça. Voilà, faut pas oublier une chose, c'est que quand tu dis on descend, c'est que souvent les observateurs lunaires observent à travers un renvoi coudé. Voilà. Et donc, à travers un renvoi coudé, forcément le nord et le bas. Le nord, enfin le haut et le bas, sont inversés. D'où l'habitude de référencer aussi des cartes, pas mal d'anciennes cartes lunaires, sont inversées. En fait. Là, par contre, on est trop dans le noir. J'aurais voulu montrer d'autres. Hop, voilà. Ouais, là, ça va aller. Je pense que j'aurai ce qu'il faut. Un autre encore. Alors voilà le casque qui est ici, l'helmet. Ici, on a ce qu'on appelle Darnay Key, qui est une formation également un point rouge. Et puis on en a un autre qui se trouve, alors où est Ptolémée, voilà, qui est ici, la selle. Et là, il y a une zone volcanique ici. Et là, moi, j'ai découvert, mais c'est pas moi qui l'ai découvert, il existait, mais j'ai trouvé sur mes images un très joli petit cratère volcanique qui fait. Alors, on parlait de volcan rouge. C'est un type, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un strombolien. Ça fait 3 km de diamètre, ça fait quelques 800 mètres de haut, et c'est véritablement un très très joli cratère. Voilà, donc ça, moi je l'ai trouvé en me demandant ce qu'était ce petit point brillant ici, qui m'a intrigué un petit peu. Là, je savais que c'était une zone volcanique. Là, c'est un petit point brillant, c'est un copernicien bébête, et juste à côté, j'ai trouvé mon petit cratère. Et ça, c'est... j'étais content.
Ah oui, quand tu sais qu'il y a un truc intéressant à voir et que tu Je arrives à aller le voir et que tu savais m'achètes même tout pas petit. qu'il existait. Je savais pas qu'il D'accord. existait. Il m'a intrigué. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Voilà. Alors là, sinon, bon, après, on se balade là-dedans. Tu peux te balader, il y a les plein de zones trucs, les là. zones de Framoro, là où on s'est posé, où Apollo s'est posé. Là, on a Ptolémée qui est ici. Alors, on devine quelques sous-coupes de Ptolémée. On a ce qui sont les sculptures d'Imbrium qui sont ici. Là, on a le cratère de Tintin qui est ici. On a marché sur la Lune. Hein, et la grotte de glace, elle est là, ici, dans Wallis-Gilden. Moi, j'ai refait le trajet, la fusée de Tintin s'est posée là. J'ai refait le trajet qui était le plus facile à faire parce que le professeur Tournesol dit à un moment, on va aller observer le cratère Ptolémée. Donc, ils étaient là, ils ont venu me venir ici. Alors, j'ai regardé avec l'héros les pentes et j'ai cherché les endroits où on pouvait redescendre parce que c'est abrupt. On les redescend. Et finalement, ils ont passé ici et à un moment, il y a un dessin où on voit une vallée. Hein, alors je pense pas que Hergé savait que c'était la vallée de Gilden, mais moi j'en ai déduit que c'était la vallée de Gilden où il y avait la grotte de Tintin, la grotte de glace qui était là. On a retrouvé la grotte de Tintin. On a retrouvé la grotte Mais de si glace. ça se trouve, il a fait pas mal de recherches justement pour. Je fais demain matin une intervention sur la Lune, Hergé, un dingue de la précision. C'est incroyable ce que ce type a cogité, s'est renseigné. J'avais lu un truc que Hergé n'a pas utilisé, a oublié les ordinateurs. Pas du tout, il a même utilisé, il a même représenté les premiers ordinateurs IBM de 1948. Donc, c'était un fou ce type, il était un fou adorable, quoi. Il y a plein de petits cratères là partout. Enfin, là, il y a plein de choses. C'est magnifique comme zone à observer avec cette illumination. Absolument. Tiens, regarde, là, il y a une zone qui est sympa. Là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette les zones, regarde, là, les zones pyroclastiques, ce petit trait noir là, qui est un effondrement. Alors là. ça, ce sont des rimets. Non, c'est volcanique. C'est volcanique. Mais si on regardait, c'est pas une coulée de lave souterraine, ça au départ. Alors ça peut être un tunnel. Oui, un tunnel. Ça peut être un tunnel grave, comme on en trouve à Hawaï, par exemple. Mm-hmm. Donc, comme la Rima. Il y en a à la. Oui. La vraie de vraie, c'est Rima Adley, qui est là, c'est vraiment typique. Mais là, effectivement, on a des fissures. On a peut-être effectivement un écoulement ici. Faudrait voir d'un peu plus près. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des zones ici. Là, on la voit pas sur la photo. Il faut une photo avec un éclairage plus vertical. On a des zones noires ici. On en devine une ici. Il y en a une ici. Bon, on les sent, hein. On les sent. Ça, c'est des zones pyroclastiques, c'est-à-dire qu'il est fort possible qu'on ait eu des fontaines de lave à cet endroit-là. Il faudrait aller y gratter un petit peu plus près pour faire des échantillons. Mais il y a eu des échantillons qui ont été prélevés où on a vu des petites sphérules microscopiques et qui correspondent à des éjections de lave qui, par la dynamique, deviennent sphériques, vont se refroidir et vont retomber sur le sol. C'est une question à se poser, c'est que maintenant avec le projet là, Artemis, peut-être l'idée d'aller voir aussi d'autres formations lunaires, peut-être par des trucs automatiques en parallèle de la base fixe. Oui, le problème étant de savoir quel est l'objectif final d'Artemis. Parce que c'est pas la course arriver avant tout le monde pour pouvoir occuper le terrain, quoi. Et là, il y a encore plein de formations magnifiques. Il y en a une là, je sais pas, qui est intéressante, c'est les cratères concentriques. Où là, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, il y en a un ici, là, qui est magnifique. Ah oui, il est beau là. Qui est là. Et il y en a une autre à côté qui s'appelle Marthe, qui est juste à côté, qui est là. Alors, on va essayer de le grossir. Le voilà. Ah oui. Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai vendu mon premier télescope. C'était un Mulon 210 parce que je n'arrivais pas à résoudre ce cratère. Donc j'ai acheté un C11 qui m'a permis de résoudre ce cratère. Jusqu'à ce que tu trouves encore un autre cratère encore un peu plus difficile à résoudre. Non, là, j'ai passé au C14. Là, j'ai plus de place. Là, puis j'ai mal au dos, donc ça va. Bon, poste fixe. Voilà. Oui, celui-là, le C11 est en poste fixe, là, mais non, ça va, je suis content, là. Voilà. Donc, là, il y a plein de choses. Il y a ici une Rimay, là, qui part d'ici, et qui est très longue. Il y a, moi, ce que j'appelle si on comprend bien, cette Rimay, t'as plein de formations qui sont au-dessus et qui sont donc plus récentes. Et tu as eu l'effondrement sans doute après
la formation Oui. de ces montagnes. C'est ça qui est très étonnant, Oui, parce oui, que j'essaie de comprendre comme ça à voix haute, parce que là, on comprend. Est-ce que ça, c'est le résultat d'un cratère d'impact, ça? oui, certainement. Oui. À côté de ça, là, tu as cette formation qui pourrait être Voilà, qui est le bord, la bordure, tout à hein, fait. exactement. Et là, tu as ce phénomène-là, il faudrait voir les altitudes, en fait, Oui. pour comprendre s'il n'y a pas eu un phénomène qui a ensuite fait un épanchement, Mais il y a une des coulée de lave choses souterraine. qui sont vraiment bizarres. Si on grossit beaucoup, on va s'apercevoir, par exemple, ici, que l'arrimée, on voit bien les deux failles Oui. parallèles ici, eh bien, là, il y a pas d'effondrement de cette zone-là. On a, oui, elle parcourt le terrain, on la suit, mais cette partie-là, par exemple, c'est pas effondré. Alors que quand on fait un profil, on s'aperçoit que là, c'est plus haut que là, et là, c'est plus bas que là. Il y a vraiment un profil en forme de chapeau inversé. Ben là, c'est vraiment très, 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 très particulier, très bizarre. Hein, c'est des effondrements en place, mais il y a plein de choses qui sont encore à expliquer. Pourquoi cette zone-là, par exemple, ne s'est pas effondrée. Bizarre. C'est vraiment un livre de géologie Ah oui, à ciel ouvert, il y a tout à vraiment fait. des histoires là. Tout à fait. Alors ces cratères concentriques sont Alors surprenants, ça, il est magnifique. on connaît pas véritablement l'origine de ces cratères. Est-ce que ça pourrait pas être par exemple une comète fragmentée ou un astéroïde? Le problème, un double astéroïde il faudrait qu'à chaque fois, on soit tombé, qu'il y ait eu un impact vertical avec deux corps derrière voilà, comme ça. La probabilité, La probabilité est faible, mais elle est non nulle. Elle est faible, mais il faudrait que ça se soit produit à chaque fois pour ces cratères-là. On a plus pensé à un premier cratère d'impact suivi d'une remontée volcanique le long de fissures. Parce que quand on regarde par exemple ce cratère-là, on voit par exemple qu'il y a des fissures qui sont concentriques. D'accord ? Et bien pourquoi pas, ça serait des fissures qui... Là, moi, j'avoue que je n'ai pas trouvé une littérature qui soit vraiment très, très, très précise pour expliquer la formation de ce type de cratère. Voilà. Écoute, déjà merci beaucoup de tout ce que tu nous as présenté. Ça a été vraiment de l'impro là. C'est complètement de l'impro, mais c'est là où on voit les vrais passionnés et qui commencent à ça s'apprend la Lune. Et à un moment donné, tu aimes à naviguer et puis on sent que tu voilà. Pour observer bien, pas pour bien observer, c'est prétentieux de dire ça, mais pour observer ce que je pense, pour bien observer la Lune, je vais dire bien, il faut se donner des objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie d'observer? Un jour, j'ai envie d'observer les caténas. Un jour, j'ai envie d'observer les points rouges. Un jour, j'ai envie d'observer les concentriques. Et là, je vais me faire un programme, sachant que les cratères, je vais pouvoir voir les cratères qu'à certains moments. Il faut que je connaisse la longitude du cratère, il faut que je connaisse la colongitude du terminateur, et je vais savoir à quel moment le soleil va être rasant, à quel moment il va être plus haut. Bon, on a un outil exceptionnel en France, c'est AVL, l'Atlas virtuel de la Lune, qui nous donne tous ces renseignements, mais ça se prépare. On va pas prendre le télescope et tiens, je vais regarder la Lune, parce que alors à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Clavius, on va faire Tycho, on va faire les grands classiques. Qui sont déjà sympas. Oui, c'est sympa, mais comme en ciel profond, on fait M42, M13 et M31. Voilà, il faut sortir un petit peu ce que j'appelle des sentiers battus, et pour sortir des sentiers battus, il faut se faire un itinéraire. On ne sort pas des sentiers battus si on n'a pas d'itinéraire, sinon on se pose. Voilà. Donc là sur la Lune c'est pareil, et donc il y a énormément de choses. Il y a plus de 2000 objets répertoriés qui valent le coup. Alors moi j'en suis loin. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Avec un grand plaisir. Vous pourrez retrouver un certain nombre de ces formations oui, tout à fait. Dans ce petit manuel d'observation lunaire, donc avec Norma, Gérard et Philippe. On vous met le lien dans la description. Merci beaucoup. Et puis à bientôt aussi, parce que nous allons aussi enregistrer des conférences, et notamment aussi une autre conférence de Gérard. Allez, on vous dit à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci. Au revoir.